Parce que souvent, les gens qui veulent se développer, ils deviennent chiants. Moi, je vois par exemple, il y a une quinzaine d'années, mais j'étais chiant. Quand j'ai appris la PNL, quand j'ai appris tout un tas de trucs, du coup, tu as envie de formater le monde à regarder comment je sais les choses, regarder comment il faut être, regarder comment ceci. Et finalement, t'es qu'une copie de toi-même, une espèce de pâle mélange de quelque chose qui n'a pas de sens. En tout cas, qui a perdu son sens. Parce que la vie, c'est d'être dans les relations. Regardez, aujourd'hui, on est quasiment assis devant l'ordinateur, à être sur Facebook, à regarder des gens qui nous expliquent comment on va vivre et comment on doit faire les choses. De comment vous allez être heureux dans votre vie. Et finalement, on regarde des gens heureux vivre. Et nous, on est toujours assis, le cul sur une chaise, quoi. Alors parfois, ça bouge un peu, puis finalement, on retourne notre cul assis sur la chaise. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe de différent au final. Donc l'idée, c'est comment suivre l'étincelle qu'il y a en nous. Comme un gamin, vous avez déjà vu un gamin qui ne demande pas sa voix ou je sais pas quoi, un gamin il fait. Il est là, il est là. Il a envie de s'amuser, il va s'amuser. Il a envie de faire je sais pas quoi, il fait autre chose. C'est juste sur l'instant de ce qui se passe. Et là, ça aborde une autre problématique. Il y a être dans l'instant. Ça, c'est ce qu'on va développer plutôt dans le spirituel, entre guillemets. Et il y a nos aspirations profondes. Et souvent, il y a un décalage entre les deux. Entre qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de manifester. Et il y a souvent les matérialistes, c'est-à-dire je vais posséder, je vais avoir plus de biens, avoir plus de choses, et je vais chercher en fait, entre guillemets, à réaliser ma vie. Et il y a un autre aspect qui est, moi je vais plutôt développer l'instant présent, ma qualité d'être à cet instant, et de cultiver ça. Alors moi pendant par exemple près de 25 ans, 30 ans, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait notamment Vipassana. Je raconterai après parce que ça a été une des expériences les plus marquantes et les plus fortes, si je puis dire, de ma vie. Ouais. Je crois que c'est ce qui m'a permis de concrétiser beaucoup d'aspects de ma personne et une plus grande compréhension du monde aussi, moi, surtout de moi, c'est-à-dire de mon ego, et à partir de là aussi de voir les structures des autres. Et cet aspect-là de développer donc cette présence, où je l'avais fait jusqu'à tel aspect, si je puis dire, que c'était que je vivais comme un moine en quelque sorte, ouais, je peux pas dire ça autrement, ou une espèce aussi de comment il faut réagir et comment il faut être avec les autres. Et presque, ça j'ai surtout eu ça comme client, c'est-à-dire des personnes qui à force de vouloir travailler sur leur spiritualité, finalement ne ressentaient plus rien. Et ce qui est à l'inverse même de la spiritualité à mon sens. L'idée c'est pas que le monde passe sur nous et coule comme s'il ne nous touchait pas. J'ai pas l'impression que ce soit un sens très pertinent de vivre comme ça. Parce que ça nous détache et c'est comme si on était le sage en haut d'une montagne, quoi. Que finalement, le sage en haut d'une montagne, avant d'arriver en haut de la montagne, il a dû en vivre des expériences. Il en a traversé des choses. Il les a vécues intensément. Il a vécu toutes ces émotions de manière intense pour les traverser et les dépasser. Ce n'est pas une volonté consciente qui l'a amené à cet état-là. Cet état-là, c'est la résultante de quelque chose. Ce n'est pas un but conscient de quelque chose. Parce que sinon, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ferme des portes et on met ça de côté. Après, on remet ça de côté, et ainsi de suite. Et à la fin, finalement, il ne reste plus grand-chose, parce qu'on a coupé beaucoup de parties de nous-mêmes. Et il y a l'autre aspect, donc les aspirations profondes. C'est qu'est-ce qui va me donner de l'élan? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et dans la vie, il faut réussir sa vie. Donc moi, je vais construire une société, je vais réussir à faire je ne sais quoi. Et finalement, je vois, j'ai beaucoup d'hommes d'affaires comme clients qui se retrouvent à un moment de leur vie où ils s'aperçoivent qu'ils ont laissé de côté tout un autre champ.
qui possèdent beaucoup de choses et que finalement il leur reste plus grand chose. Une fois que par exemple tu as perdu ton boulot, il te reste plus grand chose si tu t'es identifié à ce boulot. Et si toute ta vie n'a été que ce boulot, tu t'aperçois certainement que tu as oublié de travailler sur les relations, tu as oublié de vivre avec ta famille peut-être. Tu n'as pas vu tes enfants grandir. Et donc il y a toute une qualité de comment il faut, de comment être dans le présent, de comment savourer certaines choses qui disparaît. Et donc c'est de revivre, réintégrer, si je puis dire, notre vie. Et ça passe entre autres par habite ton corps. Ton corps, c'est le meilleur moyen d'être au monde. C'est ta perception, c'est ton filtre avec le monde. C'est ça qui va te donner les indicateurs sur ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Un enfant, par exemple, tu mets un truc dans la bouche, il fait... ou alors il avale tout, quoi. C'est tout de suite. C'est juste la perception de ce qu'il a qui va être bon ou pas pour lui. C'est pareil pour les gens. Il a envie de jouer avec quelqu'un, il va jouer, il n'a plus envie, paf, il s'en va. C'est juste ce qui se passe sur l'instant et ce qu'il ressent. Et c'est ça qui est important. Et souvent, en grandissant, on a perdu ça. Et ça, je vais expliquer. Pour moi, comment on a perdu ça? Comment ça se construit? Et c'est pour ça que beaucoup de démarches, finalement, ne répondent pas à un problème fondamental, qui est notre construction, notre structure. Comment on s'est structuré dans la vie? Comment on s'est construit ce qu'on appelle l'ego? Comment l'inconscient fonctionne? Et tant qu'on ne travaille pas sur ces structures-là, on reste dans un bocal et on essaye constamment de changer la couleur de ce bocal. Comme une boîte, quoi, une petite boîte, et puis on va changer la couleur, tiens, on va changer la tapisserie, tiens, on va mettre du rouge, du bleu. Et ça, on va faire tout un tas de trucs là-dedans pour essayer que ça bouge. Mais finalement, il n'y a rien qui bouge, parce qu'on reste enfermé dans une structure, dans une forme. Et tant qu'on ne bouge pas cette forme, ça ne peut pas avancer, si je puis dire. Ça peut un temps bouger un peu, mais finalement, ça ne va pas bouger grand-chose. Donc après, pour bouger cette structure, il y a plusieurs manières. On peut changer par des actions qu'on va commencer à mettre en place pour percevoir différemment. Et on peut changer notre regard intérieur aussi. Et à partir de là, ça va être sur quel axe et comment on va pouvoir travailler là-dessus. Comment ça s'est construit? Vous arrivez au monde, je vais prendre une feuille par exemple. Et tu arrives au monde, admettons, c'est comme une page blanche. Alors, elle a plus ou moins une certaine forme en fonction évidemment de ton patrimoine génétique. Donc ça va influencer quelque peu la forme de cette feuille. Mais tu serais le même enfant avec les mêmes parents et on te déplace à un bout du globe, si je puis dire, au final, la carte était la même, mais la personne sera différente au final. Tu auras des croyances différentes, une manière de penser différemment. Peut-être que même physiquement, suivant comment on t'a nourri, tu auras une forme un peu différente. Mais l'essence de qui tu es sera toujours la même. Par contre, on grandit et au début, souvent les enfants, moi je vois en tout cas, ils étaient souriants de partout, à part quand ils ont mal bien sûr, mais sinon ça sourit de partout, ça dit bon, ça boit la vie, ça mange tout quoi. Ça apprend tout. Et à un moment donné, ça grandit, et puis il commence à y avoir des limites qui commencent à se mettre en place. Par exemple, je sais pas, ne touche pas ça, fais pas ça. Ou alors, ça peut être beaucoup plus fort quand ils arrivent vers 4-5 ans, 5-6 ans, où là, on va commencer il va y avoir déjà tout ce qui est non dit, par exemple, dans l'environnement, dans la famille, ou même dans le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire tous les comportements qu'on ne peut pas avoir, ce qu'il faut avoir et ce qu'on ne peut pas avoir. Et donc ça va être les parents qui vont commencer à cloisonner cet aspect-là, qui vont commencer à fermer, si je puis dire. Et donc,
Ça peut être les parents ou l'éducation, même l'école, hein, ou la famille, ou tout un tas de choses. Hein. Vous allez au supermarché, par exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé. Là, par exemple, ma fille elle se met à se mettre en colère parce que je lui dis non pour quelque chose qu'elle voulait. Et elle était vraiment très en colère. Et d'un coup, tout le monde autour commence à me regarder comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose envers elle. Soit que je lui dis stop, soit même, parce que j'ai déjà vu que je lui mette une baffe ou quelque chose comme ça. Les gens attendaient ça. Il y avait cette espèce de pression, là, comme ça, de l'extérieur. Et suivant comment nous allons réagir à cette pression, on va influencer cet être en devenir. Et donc, ça peut faire plus ou moins de marques, de blessures. Alors, peu à peu, il se passe ça. Ça peut être dans la vie, on ne demande pas, par exemple. Ou alors, quand il y a des invités, tu passes en dernier. Parce qu'il faut être poli dans la vie. Allez hop, une couche de plus. Tu peux pas réclamer. Hop, si tu réclames, c'est pas bien. Si tu dis je ne sais quoi. Et donc, peu à peu, vous avez compris le principe, hein, c'est qu'on va se construire sur quelque chose qui est une incapacité à un moment donné à exister, à exprimer qui on est. Parce qu'on nous a limités dans cette expansion de nous-mêmes. Et donc tous ces patterns-là, après c'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on va appeler notre personnalité, notre ego, notre moi, peu importe, notre structure, moi je dirais. Et donc on va avoir tout un tas de patterns dans ça. Et finalement ce qu'on est, c'est une succession entre guillemets, et pas uniquement, là c'est un peu réducteur, mais une succession d'incapacités. Une succession de moments où on n'a pas pu être qui on voulait être à ce moment-là. Et donc peu à peu, si vous faites un travail qui est juste finalement de changer ça, je veux acquérir une nouvelle compétence, ainsi de suite, ou je sais pas quoi, je vais finalement que rester dans cette structure. Et surtout, ce qui est important, c'est que la conscience que j'ai de moi n'est que quelque chose de limité en fait, par rapport à mon potentiel, par rapport en tout cas à ce que je suis. Et surtout, c'est que ce que je crois vouloir dans la vie ou développer, finalement, c'est que le fruit de ça. Donc je ne raisonne qu'en fonction de ces paramètres-là. Donc c'est extrêmement limité. Et en plus, il y a cette espèce d'arrogance de croire que je sais mieux quiconque, entre guillemets, ce qui est bon pour moi. Alors dans le quiconque, je mets juste ça en rapport à la vie. C'est-à-dire que souvent, l'humain se pose des problèmes d'éternité. C'est-à-dire que l'ego se croit éternel. Et donc souvent, notre manière de voir les choses ou de vouloir certaines choses, c'est comme si nous étions éternels. On se pose des problèmes d'éternité. Alors que c'est loin d'être le cas. Et donc peu à peu, c'est de voir c'est quoi notre structure. Pour comprendre c'est quoi les patterns et les schémas inconscients qui nous gouvernent. De manière à les mettre à jour et pouvoir peu à peu les libérer et s'en libérer. De manière à pouvoir être enfin, retrouver qui l'on est, en quelque sorte. Et le problème, c'est que dans ça, quand on a cette forme-là, à un moment donné, c'est que si ça marche, on croit que ça, c'est bon. Et c'est ça, c'est une combinaison qui marche, on peut appeler ça. Et cette combinaison qui marche, finalement, plus elle marche, moins ça fonctionne parce que ça ne fait que valider tout ce qu'on a fait de nous et tout ce qui nous a éloignés de nous. Alors qu'à mon sens, le but est de retrouver cette essence, entre guillemets, de nous-mêmes, c'est-à-dire cette capacité à être, qui on a envie d'être. Et bien sûr que pour éviter
on a tout un tas de stratagèmes, entre guillemets, pour rester dans cette structure limitée qu'on a. On se donne tout un tas d'excuses pour valider. Ça peut être des plaintes, ça peut être tout un tas d'excuses pour valider ça. Parce que c'est vrai que le changement, alors je ne dirais pas le changement, mais commencer à accepter qui l'on est n'est pas forcément un travail facile. La première des choses, c'est déjà de voir que plus on veut changer finalement, plus on maintient cette structure. Parce que si l'on ne change pas jusqu'à présent, c'est que la manière dont on s'y prend ne fonctionne pas. Sinon, ça serait déjà fait. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on essaye de mettre en place, vouloir se former à tire-larigot, de vouloir faire tout un tas de trucs, finalement ça ne fait que maintenir cette espèce de statu quo, comme cette espèce d'injonction au bonheur qu'on peut avoir aujourd'hui. Il faut être heureux dans la vie, il faut être heureux. Et donc à force de vouloir être heureux, il y a de plus en plus de gens malheureux, c'est assez étonnant quand même. Parce que finalement, vouloir être heureux, c'est ne voir qu'une facette de la vie. Pour être heureux, il faut faire l'expérience aussi du malheur. Parce que être heureux, on vit dans un monde de dualité. J'aimais bien, il y avait un livre qui en parlait, c'était notamment, en tout cas, Conversation avec Dieu, où il exprime très clairement dedans cette dualité qui réside dans le monde. C'est-à-dire que pour faire l'expérience d'une chose, il faut en connaître aussi son contraire. Donc, si on veut être heureux, on va connaître aussi le malheur. Si je veux avoir confiance en moi, c'est que du coup, en fait, j'ai un manque de confiance en moi. Donc je fais l'expérience constamment de cette dualité. Donc l'idée, c'est de voir que le fruit de ce qu'on est aussi quelque chose de magnifique. Et c'est de commencer par voir toute la beauté de ce qu'on est, toute la beauté de notre histoire, pour à chaque fois en découvrir que chaque pli, en fait, apporte du relief à qui l'on est. Et chaque pli nous permet aussi, du coup, d'avoir la mémoire de qui on est, de qui on a été. Et de voir que finalement, au bout d'un moment, on ne peut plus juger l'autre. Parce que quand on voit tout l'effort que ça demande parfois, d'accepter qui on est, de traverser ce qu'on ressent et de le vivre pleinement, fait que quand les autres, on peut les voir enfermés, comme nous-mêmes d'ailleurs, dans une structure, cette structure, c'est quelque chose qui est difficile d'en sortir et qui est aussi parfois courageux de pouvoir être juste dans cette structure, de commencer à accepter, de commencer à ouvrir, de commencer à pouvoir être quelqu'un d'autre. C'est plutôt pas forcément être quelqu'un d'autre, c'est quoique si on part en partant, si je pars du principe que la personne qu'on peut être aujourd'hui finalement n'est qu'une copie de nous-mêmes, puisqu'elle s'est construite sur beaucoup d'erreurs, sur beaucoup de choses incomprises, sur une manière de s'adapter au monde, parce qu'on est constamment en interaction avec le monde. On n'est pas juste quelque chose d'isolé, on agit en fonction de ce qui se passe, en fonction d'un contexte donné. Il y a des contextes où il est important certainement quand on est gamin, de se taire. Il est important de même ne pas écouter ce qu'on ressent. Parce que dans ces cas-là, ça ne pourrait pas être compris dans le monde dans lequel on est, dans lequel on vit à ce moment-là. Et donc tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a fait, c'est très bien. C'est pour ça qu'il faut aimer qui l'on est. Et ensuite, c'est de voir qu'on peut avoir des limites, qu'on peut avoir certaines limites dans la vie, et les accepter pour ce qu'elles sont, des limites uniquement. Parce que sinon, on veut constamment atteindre une espèce de perfection. Et cette perfection-là, c'est de
Ça n'a pas de sens, puisque la perfection appartient au monde des objets. Donc, a priori, nous ne sommes pas des objets. En tout cas, même si parfois j'ai l'impression que c'est ce qu'on voudrait qu'on soit, des objets de consommation courante. Au même titre que la spiritualité devient un objet de consommation, tout devient consommation, avec cette espèce d'injonction au bonheur, à réaliser sa vie, à s'accomplir, tout un tas de trucs comme ça, qui fait que finalement, tout perd de son sens, entre guillemets, de son essence. Mais comme disait Rumi, si leur faux existe, c'est parce que leur vrai aussi existe. Je vous dis à bientôt, et pour de nouvelles aventures vidéo.